Je vais donc maintenant présenter Marc Eloi, qui est virologiste, vétérinaire de formation, qui est agrégé en maladies infectieuses, professeur de virologie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, ancien directeur de l'unité de virologie INRA ANSES ENVA de 2002 à 2008, ancien responsable du laboratoire de découverte des pathogènes à l'Institut Pasteur de 2008 à 2023. Il est un des fondateurs de l'entreprise PathoQuest en 2010, un spin-off de l'Institut Pasteur et de l'ENVA, de l'École nationale d'Alfort. Ses travaux portent sur l'identification de virus nouveaux ou inattendus chez les patients, ainsi que de virus circulant à l'interface entre l'homme et la faune sauvage. Et le titre de sa présentation, c'est « Découverte de virus de la clinique jusqu'aux interfaces homme-faune sauvage ». Marc, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais essayer, dans le temps relativement limité qui est disponible, de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, mais surtout, disons, les approches, les outils, les moyens de cette virologie moderne à la recherche de nouveaux pathogènes. Donc, notre objectif, c'était évidemment de trouver, non pas de nouveaux virus, mais de nouveaux virus pathogènes. On s'est donné les moyens pour le faire de deux façons, en cherchant des virus trigger de maladies inflammatoires chez des patients, donc l'approche patient, et puis l'autre approche c'était de partir du monde animal pour essayer de trouver des virus qui franchissaient la barrière d'espèce. J'essaye de mettre en route le pointeur, j'y arrive pas. Est-ce qu'on voit le pointeur vaguement? Donc, pour ça, on s'est appuyé sur une technologie qui est la technologie de séquençage haut débit. Quand on a commencé ça dans les années 2010, elle était balbutiante. Globalement, de quoi s'agit-il? Alors, à chaque fois, je vous montre les publications qu'on a pu faire sur des aspects méthodologiques ou sur des résultats. Quand on parle de fluides biologiques, on cherche des particules virales. Donc, en fait, on traite ces échantillons par DNase, RNase, et ensuite, donc, on fait des librairies avec l'ADN et l'ARN qui seront séquencées de manière totalement agnostique. Et quand on est affaire à des tissus ou à des arthropodes, eh bien, on va considérer que l'ARN présent est un témoin de la réplication des virus et on va faire de la métatranscriptomique. À ce moment-là, on va regarder que les ARN. Donc, des librairies sont faites. Tout ceci est séquencé sur des séquenceurs pratiquement Illumina actuellement à le marché complet. Et donc ensuite, l'idée, c'est de trier informatiquement les millions, jusqu'à 100 millions de rides de 100 nucléotides à 150 nucléotides qu'on a, contre des bases de données absolument complètes de virus et de toutes les autres espèces. Et donc d'essayer d'identifier là des virus connus ou des virus distants de virus connus. Donc je vous épargne les détails du pipeline qui généralement est absolument insupportable pour la plupart des gens, mais enfin ce pipeline existe, il est publié, il est disponible pour les chercheurs académiques. On a défini également des bases de données protéiques de l'ensemble des protéines virales qui sont également disponibles pour le public, qui sont disponibles à l'adresse qui est indiquée ici. Et on a même créé des bases de données de protéines distantes, de fake proteins, de façon à tester les pipelines et notre capacité à identifier des virus très distants. Ça, c'est la base de données de protéines virales qui est disponible sur le site de l'Institut Pasteur. Et donc, ça nous donne ce genre d'état de sortie, à savoir des listes de virus d'intérêt potentiel, avec des pourcentages d'identité, avec des distances taxonomiques par rapport aux virus existants, avec un lien, là c'est pas cliquable, sur les séquences correspondantes qui nous permettent de les explorer et de les trier dans tous les sens. Donc, je vais, sur ces bases méthodologiques, vous montrer deux aspects. La première, ce qu'on appelle la métagénétique clinique. Donc, on part de quoi? On part de malades qui ont un syndrome considéré comme infectieux, mais qui n'est pas étiqueté. Il y a une première ligne de diagnostic qui est faite et qui est négative. Dans ces cas-là, donc, on peut recevoir l'échantillon correspondant. On fait ce que je viens de vous dire. On trouve, dans le meilleur des cas, un virus potentiellement causatif, responsable, et on doit démontrer l'imputabilité par différentes méthodes, la distribution du virus dans le tissu pertinent, des critères statistiques, ce virus est plus présent dans les cas ultérieurs à venir que dans les contrôles, et donc avec ça on construit quelque chose qui nous paraît convaincant et qu'on arrive à publier. Et puis ensuite, derrière, il y a tout ce qui est la virologie classique, les isolements virus, leur caractérisation, les analyses phylogénétiques dont on vient de parler, les modèles animaux. Donc, je vais vous donner quelques exemples
Le premier d'entre eux en était très fier. Ça a été de commencer par des dermatologues qui sont venus nous voir avec ça, à savoir chez des gamins immunodéprimés. On a souvent des granulomes cutanés, on a tout cherché là-dedans, on trouve rien. Est-ce que vous pourriez regarder? Ça, c'est une petite fille de 10 ans que vous avez ici en haut à gauche. Et donc, on séquence et on tombe sur quoi? On tombe sur ceci, des rides qui sont alignées sur un génome qui est celui du virus de la rubéole et de la souche vaccinale de rubéole, qui plus est. Et c'est la même chose pour un deuxième cas qu'on a ici, et puis un troisième. Dans ces cas-là, l'approche, c'est de confirmer par PCR. Donc, on confirme par PCR que vous avez ici. On voit même que ce virus est présent dans le granulome des années auparavant. On fait ça chez les différents patients. Et à l'issue, donc, on montre que ces souches vivantes vaccinales de rubéole sont capables d'être responsables de ces granulomes cutanés dans un contexte d'immunosuppression. On montre ensuite, une fois qu'on commence à dérouler le fil, il se déroule très facilement, hein, on montre ensuite qu'on a même des cas de granulomatose viscérale, vous voyez ici, granulomose cutanée, mais qui s'étend au poumon, qui s'étend au foie, qui s'étend aux os, et on voit beaucoup mieux ici la distribution du virus dans le granulome. Et à l'issue de ça, on a une séquence d'articles qui est, d'une part, la même chose est trouvée aux États-Unis. Bon, ils s'emparent de ce résultat et puis ils font leur propre cohorte et ils trouvent la même chose. Une extension ici, non pas aux enfants, mais aux adultes avec une immunodéficience. Une extension également aux adultes immunocompétents cette fois-ci. Donc je vous dis, on déroule le fil. De la physiopathologie en démontrant qu'en fait, c'est les macrophages M qui sont support de la réplication des virus. Des essais de traitement avec des antiviraux susceptibles d'être pertinents sur ce type de virus, d'ailleurs inefficaces. Mais voilà un petit peu comment ça se déroule. Des fois, sur l'aspect identification de nouveaux virus, on essaye d'être intelligent et ça marche pas toujours d'ailleurs. La preuve, on avait vu dans les textbooks d'anatomopathologie qu'il y avait un syndrome chez l'homme qu'on appelle dermatofibrosarcome, qui est dit d'Arié-Ferrand, que vous voyez ici, qui est strictement comparable à tout point de vue au sarcoïde du cheval. Quand on lit les bouquins d'Anapath, c'est écrit par des personnes différentes. C'est indiqué là, j'ai pas le temps, mais c'est exactement le même descriptif. Et les papillomavirus bovins type 1 et 2 sont responsables des sarcoïdes du cheval, on le sait, donc on s'est dit on va trouver des virus, peut-être même des papillomavirus dans ces lésions humaines. Eh bien, on n'a rien trouvé du tout, malgré différents essais, et on a publié quand même, mais que c'était pas dû à des papillomavirus et qu'on sait toujours pas à quoi c'est dû. Alors, plus près des émergences, quand on s'intéresse à l'homme, il y a tout le cas des encéphalites. Et là, je trouve que c'est un bel exemple. On nous avait remonté par le travers du réseau Creutzfeldt-Jacob des cas, un premier cas d'encéphalite humaine létale et chez une personne immunodéprimée. Entre parenthèses, la patientèle des immunodéprimés est excellente pour identifier les premiers cas de virus émergents, évidemment, pour des raisons, je pense, évidentes. Et donc, on a identifié là, chez ce patient-là, qui est décédé d'une maladie qui n'était pas le Creutzfeldt-Jacob, un orthobuniavirus qui, en fait, est l'orthobuniavirus umbrae, décrit il y a 25 ans en Inde, mais comme un virus de moustique, absolument pas comme un arbovirus, et encore moins comme un arbovirus responsable de maladies létales chez l'homme. On a eu un cas. Peu de temps après, on a eu un deuxième cas, révélé également par le séquençage sans a priori, que vous avez ici situé, nos deux cas ici, sur cet arbre phylogénétique, à côté du groupe California. Et on s'est demandé d'où ça vient. Et en parallèle, on avait tout un travail avec nos collègues qui regardent les moustiques de Camargue. Et on a trouvé, donc, dans ces populations de moustiques de Camargue, ici, dans le Culex, euh, par PCR, des amplicons dont la séquence est très proche de nos virus. Donc, ça voulait dire qu'il y a des orthobuniavirus qui circulent dans les moustiques de Camargue, très proches de virus qui sont capables, au moins chez les immunodéprimés, de donner des encéphalites mortelles. Et donc, on a continué à essayer de suivre ça avec nos collègues de l'hôpital Saint-Éloi, indépendamment de virologie, qui ont un réseau surveillance des encéphalites en région sud-est, pour essayer de voir s'il y avait d'autres cas. Et on n'a vu aucun autre cas. Et on n'a pas vu d'autres cas depuis. Donc, il y a une sorte de bulle d'émergence là qui avait lieu, qui est accessible à la surveillance. Bon, elle ne s'est pas prolongée, mais elle aurait pu, et peut-être demain, elle ressortira. Euh, des fois, on tombe sur des présentations totalement inattendues. Je vous en montre une ici. C'était un patient qui venait du Togo, mais pas de voyage récent, en rupture de thérapeutique HIV avec une aggravation neurologique, un coma.
Ça conduit à une biopsie de l'encéphale. Et dans cette biopsie de l'encéphale, avec une astrogliose, une infiltration périvasculaire que vous voyez ici, on tombe sur quoi? On tombe sur le virus de la dengue, sérotype 1, très proche du souche de Côte d'Ivoire qui est pas loin du Togo. Donc c'est une présentation complètement inhabituelle. On s'attend pas du tout à ça en matière d'infection par le virus de la dengue. Les cas de neurodingue étant a priori plutôt des cas aigus et non pas une neuropathie chronique. On est tombé également sur des choses qui contredisent ce que j'ai personnellement d'ailleurs toujours enseigné à Alfort, à savoir que ne vous inquiétez pas trop avec les Lyssavirus de nos chauves-souris insectivores européennes. Et donc, on nous a sorti du congélateur un jour le cerveau d'un patient qui était décédé d'une encéphalite. Alors lui, pas du tout immuno-incompétent, prof vivant sur le plateau des Mille Vaches, sportif, avec un défaut, d'après sa femme d'ailleurs, il s'intéressait aux chauves-souris. Et pas sa femme, et l'histoire est intéressante pour la suite. Donc il s'intéressait au virus de chauve-souris, et donc il a fini par mourir de manière inconnue. Donc on a récupéré, et on est tombé donc sur eh bien, le Lyssavirus type 1, dont on sait qu'il est capable d'infecter, et même fréquemment, les chauves-souris insectivores. Mais des cas humains avaient été décrits en Ukraine il y a 30 ou 40 ans. C'était pas considéré comme une situation à risque. Ça l'était. Donc malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin sur la colonie de chauves-souris parce que sa femme n'aimait pas les chauves-souris, donc elle s'est empressée de clôturer le grenier dans lequel les chauves-souris rentraient à la mort de son époux, et les chauves-souris ont disparu. Et on a parfois des surprises de failure, d'échecs de diagnostic pour des virus extrêmement connus. Là, c'était pendant la Coupe du monde de football. Un baroudeur là, qui revenait un peu partout dans le monde, qui a fini par faire un syndrome neurologique qui l'a conduit à la mort, avec un syndrome d'hydrophobie. On a pensé quand même à la rage. Les prélèvements cutanés ont été envoyés à Pasteur, chez nos collègues. Tout ça a été négatif. Le cerveau a fini dans un congélateur. Et un an plus tard, on l'a ressorti, et on est tombé sur quoi? On est tombé sur le virus de la rage et une souche Bangladesh. Et on est revenu on est revenu dans le dossier, on s'est rendu compte qu'il s'était fait mordre au Bangladesh 16 mois plus tôt. 16 mois plus tôt. Donc 16 mois d'incubation, parfaitement documenté, et c'est plutôt rare d'arriver à documenter complètement les incubations de rage. Et puis parfois on tombe sur les choses plus compliquées qui sont pas trop dans la maladie émergente, mais plutôt dans la connaissance émergente, à savoir sur un virus entérique assez banal finalement, le virus Aishi, qui est un picornavirus. On a pu montrer avec l'accumulation du nombre de cas recensés à Necker que ce virus était responsable d'une pathologie multi-organique chez des patients avec une infection primaire. On l'a montré par différentes façons, dont la colocalisation des lésions avec le virus. Et puis, juste avant que je parte, notre dernière belle découverte, je dirais, le premier circovirus humain pathogène responsable d'hépatite. Donc, on est tous vétérinaires ici. Donc, les circovirus, on les connaît bien, chez le perroquet, chez le porc, etc. Mais chez l'homme, non. Et donc là, on a quoi? On a une patiente qui a bénéficié d'une greffe cœur-poumon, mais qui est pas il y a quelques années, mais qui n'est pas dans un état d'immunosuppression très, très important. Elle fait une hépatite surtout biologique d'ailleurs, avec une explosion ici que vous avez des transaminases, vous voyez, un gros pic de transaminases. Donc ils sont suivis, ces patients évidemment, gros pic de transaminases. Donc on tombe sur ce virus, circovirus, totalement nouveau. Et on refait l'histoire de la patiente, on récupère des prélèvements qui avaient été faits des années auparavant. Et vous voyez ici une virémie incroyable à 10 puissance 10 ou 10 puissance 11, qui est plus ou moins contemporaine du pic de transaminase. Et c'est là que le mystère reste complètement entier, puisque voilà notre virus ici, sur un arbre phylogénétique. Il est très distant de tout ce qui est connu chez l'animal. Et à ce stade, on ne sait toujours pas si c'est un virus humain qui circule discrètement et qui fait un bulle de temps en temps, ou si c'est un virus animal type hépatiteux qui transgresse la barrière d'espèce parfois. Et une fois qu'on détecte un cas, alors voilà, le fil se déroule. Donc très rapidement, on a vu les gens qui font des médicaments dérivés du sang qui sont venus nous voir en disant: oh là, c'est très embêtant tout ça parce que le circovirus c'est tout petit, donc ça passe à travers nos nanofiltres de préparation. Donc on est allé voir avec l'entreprise Takeda très rapidement dans les plasmapools, mais qui sont énormes. On n'a pas détecté ce virus, donc en tout cas il n'est pas très prévalent, ou en tout cas pas à très haut titre. Bon.
Et puis, nos collègues suisses sont venus nous voir en disant: «Ah ben, maintenant que c'est dans les bases de données, on a repris nos analyses métagénomiques, on a le même chez un autre patient. Est-ce que vous pouvez nous aider à le caractériser?» Ce qu'on a fait, on l'a copublié. Et puis des collègues de Hong Kong, la même histoire. Et donc, on voit maintenant des cas d'hépatite bien documentés liés à ce circovirus, et la nomenclature a changé. Il est quelque part un peu plus bas ici, ce circovirus humain. Et cette métagénomique clinique est désormais en routine. Depuis quelques années, on a fait un accord à Pasteur avec Necker, entre le laboratoire à l'époque de Pathogen Discovery et le laboratoire de microbiologie qui accepte des prélèvements non seulement de la région parisienne, de la France, parfois de l'Europe, et donc avec une grosse activité. Et pour ceux que ça intéresse, récemment dans le Lancet Microbes, là, il y a un bilan qui est sorti et qui montre tout ce qu'on a pu faire avec, et les virus inattendus, les virus nouveaux, et une utilisation, bon, petite parenthèse, une utilisation inattendue. Des prélèvements sont envoyés, y compris après des biopsies cérébrales qui se répandent, du coup, puisque c'est très productif, chez des patients pour démontrer qu'ils ne sont pas infectés. Parce que le traitement derrière, c'est à ce moment-là corticoïde haute dose qu'évidemment les cliniciens ne veulent pas mettre en place chez des patients qui auraient une infection sous-jacente. Donc la valeur prédictive négative est très bonne aussi. Bon, j'en arrive maintenant à l'autre aspect des choses. Ensuite, je vous dirai laquelle me paraît la plus productive si de tels plans devaient être mis en place, à savoir des broad range, une recherche broad range d'événements de spillover à partir de la faune sauvage. Ce qu'on a appelé ce spillover project, que j'ai essayé de développer le plus possible au travers de certains instituts du réseau. Donc, ça part de la notion suivante, qui est, il y a deux types finalement d'émergence. Il y a une première émergence qui est celle des arbovirus, surtout ceux médiés évidemment par des moustiques, qui consiste à avoir des déplacements en fait, d'envahissement de nouveaux écosystèmes, de la population de vecteurs, ou de l'entrée de personnes infectées dans un nouvel écosystème. En tout cas, c'est des virus, disons, qui ne changent pas d'hôte, mais qui changent de répartition géographique au travers de vecteurs infectés. Donc ça, c'est la première situation, et on a pensé là qu'il y avait plus de chances de trouver de nouveaux pathogènes, parce que dans les foyers d'endémie, ces virus peuvent être très prévalents. Si on pense à Zika, à bien d'autres, finalement, dans les foyers initiaux, avant la diffusion, de nombreux patients portent les séquelles anticorps en infection. Et puis l'autre type euh, d'émergence, ce sont des virus de vertébrés, cette fois-ci, à qui on donne l'occasion de franchir la barrière d'espèce, et qui, au prix généralement d'une adaptation, passent de manière interhumaine, cette fois-ci. Et bon, on a tous les exemples représentés ici, plus le plus récent, qui est évidemment SARS-CoV-2. Bon, toujours est-il que ce projet, comment on l'a construit? Sur ces bases-là, on a dit, on va commencer par décrire les communautés virales dans des vecteurs et des réservoirs bien choisis, donc chauve-souris, rongeurs, tiques, moustiques, à une condition. On n'a pas envie, enfin moi je suis pas passionné par la nomenclature, j'ai assez souffert comme étudiant comme ça. Donc la nomenclature en tant que telle me passionne pas, mais par contre, avoir la possibilité de trouver des virus pathogènes m'intéresse. Donc la condition, c'était d'avoir des populations humaines en contact avec ces réservoirs auxquels on puisse avoir accès au prélèvement. Sinon, on n'y allait pas, trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent pour. Bon, et donc c'est ce qu'on a fait. Donc, un, on séquence. Deux, on sélectionne des virus avec un potentiel qu'on considère zoonotique, soit parce qu'ils sont dans des clades, dans des groupes où il y a déjà des agents de zoonose, soit parce qu'elles sont totalement inconnues, évidemment, on a envie d'en savoir plus. Et ensuite, dans les populations en contact, on fait des études sérologiques. Alors pour ça, on a optimisé une technique qui existait, qui est une technique d'immunoprécipitation non radioactive en phase liquide, qui permet très rapidement de passer deux séquences à un test très spécifique qui fonctionne parfaitement, qui n'est pas optimal pour des très très grandes séries, mais tout à fait adapté à ce qu'on veut faire. Ça, chez les patients en bonne santé, on contacte avec le réservoir. Et puis, on se branche sur des observatoires quand ils existent de maladies cliniques, de façon en PCR, cette fois-ci, aller voir si ces virus sont présents, typiquement des observatoires d'encéphalite ou des observatoires de fièvre non étiquetées, comme il en existe un certain nombre. Voilà. Et donc, les collaborations majeures, ça a été, bon, un petit peu avec la Chine. Alors, j'ai été prof associé à Shanghai aussi. J'ai rien pu faire, honnêtement. Ça a été d'une inefficacité la plus totale, par manque de communication, par manque de possibilités de travail sur le terrain, par beaucoup de difficultés. Et encore, j'étais associé à l'Institut Pasteur de Shanghai, qui me facilitait évidemment beaucoup les choses. Beaucoup de travail en Asie, Vietnam, Cambodge, Laos, un tout petit peu Thaïlande,
un petit peu Afrique, mais très peu, et un peu plus à Madagascar, et quand même en Europe, en Roumanie, à la frontière est de l'Europe. Et les principes étaient les suivants. On commence par, il y a un travail pour les locaux, il y a un travail pour Pasteur Paris. Donc, tout ce qui est écologie, entomologie, épidémiologie, prélèvements bien ciblés, etc., c'était dédié donc à nos collègues locaux. On recevait les acides nucléiques ou les échantillons, on faisait tout ce séquençage au débit, les designs de PCR, les synthèses d'antigènes recombinants pour les sérodiagnostics, et puis ça revenait vers nos collègues pour le travail à proprement parler, et chacun y trouvait son compte. Et petite parenthèse, évidemment, pour réussir ce type de travail, il faut éviter de donner l'impression aux gens sur le terrain qu'ils sont des collecteurs de prélèvements, qu'ils envoient ça à Paris et que ensuite ils auront généreusement une place en 18e position sur 36, hein, pas la 18e, dans les publications. Et donc, ça a plutôt bien marché. Et voilà un exemple là, d'ailleurs avec un vétérinaire, Julien Capel, que certains d'entre vous connaissent, de recherche donc chez les chauves-souris frugivores Pteroptus au Cambodge, au nord de Phnom Penh, équipés d'un collier GPS qui permet de les suivre pendant la nuit, de savoir dans quel village elles vont aller manger les mangues et de pouvoir récupérer ainsi le sérum des villageois qui eux-mêmes consomment des mangues éventuellement contaminées par les déjections de ces mêmes chauves-souris. Et donc quand on regarde chez ces chauves-souris, on a toute une série de virus, on les regarde, on se dit lesquels sont intéressants, etc. Et oui, c'est là, vraiment. Il reste combien de temps? 0 minute? 3 minutes. Alors, je vais accélérer. Et donc, on tombe sur des astrovirus. Et ces astrovirus, on fait des recherches d'anticorps, comme je vous ai montré, et on voit qu'on a des anticorps qu'on n'a pas dans les populations contrôle. Et c'est la démonstration de l'intérêt, effectivement, d'aller voir un petit peu plus loin sur ce nouvel astrovirus qu'on a identifié. On a le même genre de travail chez des moustiques à Madagascar, qui a été publié récemment. On a fait la même chose chez les moustiques également au Cambodge. Bon, là encore, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et puis plus récemment, chez des tiques également en Roumanie, à la recherche de virus potentiellement zoonotiques et en particulier de nérovirus dont on a parlé un petit peu à table. On a beaucoup travaillé, mais j'ai pas le temps vraiment sur donc l'origine du SARS-CoV-2. On a, avec l'Institut Pasteur du Laos, prélevé dans des grottes à la frontière nord du Laos des chauves-souris, fait des pans PCR pour trouver des coronavirus, séquencé ces coronavirus, fait des analyses phylogénétiques que vous avez ici. Vu que le RBD, celui qui lie donc le récepteur ACE2, était très proche et alors incroyable, avait une affinité, ce récepteur chez les chauves-souris, pour ACE2 humain, une affinité plus élevée que les premiers isolats de SARS-CoV-2. 30 nanomolaires, les premiers isolats de SARS-CoV-2, 10 nanomolaires chez les chauves-souris. Donc, chez les chauves-souris, il y a déjà des virus qui sont extrêmement affins pour les cellules humaines. Il manque le site furine pour rentrer efficacement, mais ils sont extrêmement affins. Voilà, on a réussi à le cultiver, on a réussi à l'amplifier, on a publié un autre papier sur les critères d'adaptation. On est passé sur des modèles animaux, sur des singes, sur des souris humanisées, sur les cellules humaines. On a regardé comment les séquences évoluaient et on a tiré un certain nombre de conclusions sur l'origine que je ne peux pas vous détailler. Et le travail continue avec des outils, ces outils-là qui sont formidables, c'est-à-dire on est capable, à partir de séquences, de prédire déjà quelle va être l'interaction avec les récepteurs, de vérifier sur ce qu'on appelle des pseudotypes si telle ou telle modification favorise ou pas l'entrée, sans travailler avec des virus infectieux. Et tous ces outils-là sont vraiment de routine. Bon, dans un certain nombre de laboratoires, ils sont utiles pour la suite. Donc, voilà, toutes les personnes que je me fais un plaisir de remercier, et tout particulièrement les membres de mon ancien laboratoire. Bien sûr, les collègues des Instituts Pasteur, les collègues des hôpitaux, et tout ça, je pense, est un travail tout à fait passionnant. Voilà. Et on m'a dit, dis un mot sur PathoQuest. Alors, j'ai créé une entreprise qui s'appelle PathoQuest il y a une quinzaine d'années, qui utilise ces technologies pour contrôler les produits biologiques pour l'absence de virus à la place des techniques conventionnelles. Elle est à Paris, elle est également aux États-Unis. Il y a une cinquantaine de personnes. Elle existe toujours depuis 15 ans, ce qui est déjà bien, je crois. Voilà, merci.